Bonjour à tous, nous allons passer 2 heures ensemble sur Sud Radio et je vais vous parler d'un livre. Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi. Et à mon avis, vous connaissez cette formule si vous m'écoutez souvent, et d'ailleurs je vous en remercie. Et évidemment, vous imaginez bien que c'est Michel Odoul qui nous tient compagnie durant ces 2 heures. Alors c'est vrai que les symptômes que notre corps développe sont beaucoup plus significatifs qu'on le croit, ou qu'on a envie en tout cas de les entendre. Et en ce qui concerne la sexualité, eh bien j'ai remarqué qu'on a tendance à les faire taire encore plus, ou en tout cas à ne pas trop aimer y mettre du sens. Pourtant, là encore, les mots du corps ont un véritable langage. Donc j'ai décidé qu'on entrait dans le vif du sujet aujourd'hui avec Michel Odoul, qui pourra nous éclairer sur ce que nous dit peut-être une érection défaillante, ou une douleur lors de la pénétration, ou pendant le rapport, parce que c'est pas tout à fait la même chose, c'est déjà 2 douleurs différentes. On pourra évidemment évoquer la signification de la prostate, des ovaires, et pourquoi pas du sein, qui a une symbolique essentielle pour toutes les femmes. Donc si votre sexualité connaît des petits soucis, eh bien n'hésitez pas, c'est le moment de venir en parler avec nous, parce que dès qu'on comprend un peu mieux ce que ça signifie, eh bien on va déjà un petit peu mieux. Vous connaissez notre numéro, c'est le 0826 300 300. Vous pouvez également envoyer un SMS avec votre témoignage, votre message. Brigitte 7 20 18. Michel Odoul, merci d'être avec nous. Je sais que vous nous préparez un prochain livre qui va bientôt sortir, et on a hâte de le découvrir. Mais avant d'aborder le sujet du jour, vous savez qu'on est le 13 novembre aujourd'hui, ça fait 10 ans, donc on parle énormément des attentats du Bataclan et de ce qui s'est passé ce jour-là, avec évidemment énormément de victimes, et j'avais juste envie, parce qu'on parle beaucoup des morts, et à juste titre évidemment, mais je voulais parler aussi de tous ceux qui ont une marque corporelle, c'est-à-dire une partie de leur corps qui reste handicapé, atteint par ces attentats, ou pourquoi pas des difficultés psychiques d'avancer. Qu'est-ce que vous avez envie d'en dire ? Que effectivement, comme vous le dites, Brigitte, on parle souvent après des attentats ou des accidents des personnes qui sont décédées, et on oublie un peu de prendre en compte que un certain nombre de victimes, elles ne sont pas des victimes mortes, sont des victimes vivantes, et que ces victimes vivantes, elles sont porteuses de séquelles, c'est-à-dire qu'elles sont mortes partiellement. Des pans d'elles-mêmes ne revivront jamais après des vécus d'une telle intensité, d'une telle violence. Et au-delà même de ce qu'est la question pure physique, on peut se retrouver amputé d'un bras ou d'une jambe ou d'un pied ou d'une cheville, ou avoir une articulation qui ne refonctionnera jamais. Et on a là une séquelle, on a là un poids qui est monstrueux, parce qu'il se rappelle à vous à chaque instant du quotidien. Et donc la question qui reste pour ces gens-là, et qui leur appartient totalement, et dans laquelle ils peuvent éventuellement se faire aider, bien entendu, c'est qu'est-ce que je vais faire de tout ça ? C'est-à-dire comment, à partir de demain, je vais vivre avec ce genre de choses. Alors la cicatrice, elle peut être là. Les cicatrices, on les connaît quand elles sont refermées, qu'elles ne sont plus toxiques. Elles sont juste la signature qu'à un moment donné, on a affronté une épreuve. Mais quand on est au-delà de la cicatrice, c'est-à-dire qu'on a quelque chose qui nous est enlevé, on a une fonction physique qui ne marchera plus, on a une partie du corps qui ne fonctionne plus, eh bien ça devient quelque chose qui dépasse le stade de la blessure pour rentrer dans le stade véritable du handicap. Et là, cette blessure-là, il faut un courage, il faut une capacité de distanciation et de recul par rapport au vécu, il faut une capacité de regard neuf et ouvert sur la vie pour en retrouver une jouissance dans cette vie-là, parce que ça devient quelque chose de compliqué. Surtout que se rajoute souvent la blessure physique, le traumatisme psychique, et qui sont 2 grands types de traumatisme, qui est le traumatisme premier, qui est peut-être, si j'ose dire, et je ne mets là-dedans pas de notion de valeur particulière, mais plus facile à traiter, qui est celui de la terreur et de la peur qui peut habiter la personne pendant un certain temps, et que l'on peut, par des thérapies cognitives, reconstituer, reconstruire si l'on veut. Et puis ensuite il y a des blessures plus profondes, notamment celles qu'on appelle le complexe du survivant, entre autres,
qui sont ces personnes qui ne se remettront jamais de la chose parce qu'elles se posent toujours plus ou moins consciemment une question de fond. Pourquoi moi? Pourquoi est-ce que c'est moi qui ai survécu? Une forme de culpabilité finalement. Et c'est une culpabilité majeure et profonde et qui peut conduire donc à 2 modes fondamentaux de réaction. Un mode fondamental qu'on a vu encore il n'y a pas si longtemps, ce sont ces personnes qui avaient échappé à des situations de type terrorisme et aussi... et dont notamment cet otage israélien, cette personne qui a survécu, du moins qui n'a pas été otage, et qui n'a pas pu survivre à ça, et qui s'est suicidé. Et vous avez sinon en face de ça des personnes, alors comment font-ils, où vont-ils chercher cette énergie-là, qui en tout cas la transforment en disant « j'ai frôlé la mort, j'ai failli perdre la mort, beaucoup de gens l'ont perdu, la seule façon que je vais avoir de respecter tout ça, c'est moi de vivre, et de vivre intensément ». Voilà, donc c'était juste notre manière à nous aussi de rendre hommage à toutes ces personnes. Alors, le sujet du jour, les douleurs lors du rapport, les manifestations de notre corps qui ne réagit pas alors qu'il devrait réagir, là encore, c'est un sujet assez tabou, hein, je trouve. On a l'impression que ce qui est là, en bas, ça veut pas dire grand-chose, quoi. Alors il y a ça, il y a effectivement ces archétypes judéo-chrétiens qui considèrent que cette sphère et ce à quoi elle sert n'est réservé qu'à un champ de l'intime qui s'appelle le couple officiellement constitué, et puis que pour le reste, bien entendu, tout ça n'est pas bien et n'est pas beau et honteux, et donc qui va faire que on va, d'ailleurs on parle de certaines zones dans ces termes-là. Il y a cette dimension-là. Les fameux nerfs honteux. Voilà, entre autres. Hein. Et on parle dans cette dimension-là aussi de quelque chose qui touche aux racines mêmes, aux archaïsmes de l'individu. La sexualité, dans le rapport à l'autre, dans la sexualité, c'est articulé, c'est accroché, c'est issu de ce que Adler avait à travailler avec ce qu'il appelait le besoin de puissance, c'est-à-dire la manière avec laquelle nous nous rassurons sur notre capacité à affronter la vie et les choses. Et d'ailleurs, notamment à travers la sexualité, au-delà de la question de l'affronter, dans notre capacité à la féconder. Qu'est-ce que ça veut dire, féconder cette vie? Ça veut dire d'abord y laisser une trace, c'est-à-dire avoir marqué, avoir fait quelque chose du principe de vie qui est le nôtre. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième, bien sûr, c'est d'avoir laissé une mémoire. Et on touche là à des zones qui sont très, 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 très puissantes. Parce que dans ces zones corporelles et dans le vécu de ce qui se passe dans ces zones corporelles, normalement, quand ça fonctionne normalement, est associée une notion particulière qui s'appelle le plaisir ou la jouissance. Quel droit avons-nous à ça? Ou n'avons-nous pas d'ailleurs? En quoi puis-je me permettre de me réjouir, d'avoir un sentiment de puissance? Et c'est ce qui fait que lorsque ce sentiment-là est perverti, ça fait que l'individu rentre dans des techniques de domination ou de besoin de soumission, de performance, hein, ou de performance. C'est-à-dire que je transfère la validation de la puissance qui est la mienne par la performance que je revendique, réelle ou fantasmée. Ça, c'est la première des choses. Ou alors par la sécurisation, par le fait que je domine l'autre. Alors ce matin, je faisais une conférence devant des seniors, hein, on appelle comme ça les personnes qui ont plus de 65 ans, et c'était intéressant parce que j'avais cette question qui est revenue. Je l'aime, je suis bien, mais pourtant je n'ai plus de désir et j'ai du désir ailleurs. Et à un moment donné, je me suis, j'ai donné un petit avis comme ça général pour rassurer un peu tout le monde. J'ai dit mais attendez, la fidélité c'est une valeur morale, mais ce n'est pas naturel. Le désir, il répond à d'autres choses que le fait d'autres raisons, d'autres motivations qu'une raison morale. Qu'est-ce que vous avez envie de dire justement sur cette sensation de ne plus désirer la personne que pourtant on aime et éventuellement de désirer ailleurs? Parce qu'on est là aussi dans cette sphère complexe de la sexualité. Oui. Quand on est dans une fidélité de type moral, c'est quelque chose effectivement qui n'est qu'une valeur ou un code qui est donné par une société. Mais ce qui est assez étonnant, c'est que vous avez un certain nombre de structures animales, parce qu'on justifie souvent l'infidélité par des comportements animaux. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a autant d'animaux qui sont au contraire profondément fidèles tout au long de leur vie. Et eux, ils n'ont pas de code moral. C'est que donc peut-être que derrière la fidélité, il y a aussi autre chose qui dépasse ce stade-là. Mais qu'il ne faut pas confondre non plus ce qui est l'amour ou l'attachement à l'autre,
ce qui est le respect, ce que l'on partage avec cet autre, et ce qui est la pulsion. Est-ce qu'il y a la culpabilité de ne pas rester fidèle ou d'être infidèle Bien sûr. Parce que là aussi, il y a toute une notion psychique. Dans ce qui est l'avancée en âge, ou dans ce qui est même au-delà de la question de l'avancée en âge, parfois dans ce qui motive le fait d'aller voir ailleurs, etc., eh bien c'est le doute sur soi. C'est la volonté, à travers la conquête d'un corps qui est plus jeune, qui est mieux fait, qui est mieux formé, qui est etc., etc. C'est se rassurer par rapport au fait que soit quelque part aussi on est pas mal. Parce que de temps en temps, rien n'est plus terrible qu'un miroir. Il y a des moments donnés, comme Cocteau disait, les miroirs feraient mieux de ne pas réfléchir. Et je pense que oui, il y a des moments donnés quand on se regarde dans un miroir, ça peut amener à une certaine réflexion parce qu'on voit ce que l'on est. Et on a quelque chose qui n'est pas obligatoirement plaisant comme image. Et à ce moment-là, on va rentrer dans le besoin, si on pense qu'on n'a pas la capacité, ou si on n'a pas envie d'aller travailler sur soi, eh bien on va aller se rassurer par la conquête envers l'autre. Ensuite, il y a la deuxième des structures de fond, qui est que suivant les individus, ce que Freud appelait la libido, c'est-à-dire un certain besoin pulsionnel de la réalisation à travers la sexualité, elle est différente suivant les individus. Et que vous avez des individus qui ont une libido extrêmement importante, voire certains même qui sont névrotiques ou pathogènes. Dans cette émission, on les appelle les sexophiles ou les sexophobes. Voilà. Et voilà, et donc, je t'ai dit. Voilà. Et on va avoir, et ce que l'on constate généralement et globalement et statistiquement, donc ça ne veut pas dire que c'est une vérité, mais ça veut dire que c'est partagé par le plus grand nombre, mais que c'est vrai qu'au fur et à mesure du temps, quand on a pacifié un certain nombre de pulsions, qu'on a avancé sur le chemin de la vie, cette pulsion-là aussi peut faire partie des choses qui ont été pacifiées. Et la relation à l'autre peut tout à fait être continuelle et constituée et solide, sans que pour autant ça passe obligatoirement par ça. Ce qui est en revanche fondamental, c'est que quel que soit le comportement qui est le sien, on a besoin d'être clair avec ça. Parce que sinon, comme vous le disiez, c'est ce qui va instiller tout doucement le germe de la culpabilité, peut-être dans le comportement, parce qu'il y a une espèce de ressenti de non-conformité quand on est dans ces attitudes-là. Eh bien, on va parler de tout ça et on va commencer évidemment avec la question de l'érection, qui est peut-être moins triomphante. Et c'est Guy qui va prendre la parole dans un instant. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Michel Odoul est avec nous, fondateur de l'Institut français de Chiatsu, et on va parler aujourd'hui du corps qui a mal en dessous de la ceinture, si vous voyez ce que je veux dire. N'est-ce pas Guy? Bonjour. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Michel. Bonjour. Merci de témoigner, parce que ça va concerner énormément d'hommes, évidemment, ce que vous allez nous dire. Tout à fait, donc je me considère dans la catégorie tout à l'heure des sexophiles dont vous parliez. C'est-à-dire que j'aime le sexe sous toutes ses formes. Et c'est vrai que depuis un certain temps, j'ai des pannes d'érection. Alors, j'ai suivi des fois des traitements, des conseils d'Eric Haller, de Vincent Hupertan qui sont passés chez vous aussi pour voir si ça pouvait être physique. Suivre des traitements, même prendre des fois du Cialis et tout ça. Et je sais que malgré tout, mon cerveau s'oppose à plein de choses, voilà. Et très rapidement, je peux très bien être en érection. Et puis quelques secondes après, je vais perdre toute envie d'érection, enfin pas toute envie d'érection, mais l'érection va retomber. Et voilà, je suis persuadé que il y a quelque chose, un blocage avec mon cerveau, il y a quelque chose, et je me disais, tiens, profiter de Michel Odoul de son expérience et de savoir s'il y a quelque chose par rapport à mon corps. Vous avez raison, mais vous avez dit une chose essentielle qui évidemment nous a pas échappé, à Michel et à moi. Vous avez dit, je perds toute envie d'érection. Donc vous voyez bien qu'il y a quelque chose un peu psychique là quand même. C'est pas votre corps qui vous lâche, c'est votre envie qui vous lâche. C'est votre corps qui vous parle. Ouais, c'est ça. Et comme j'entends souvent, il y a par exemple la qualité du sommeil, il y a pas mal de choses qui va favoriser, puis après avec l'âge et tout le reste, le surpoids, donc pas mal de trucs. Mais moi, j'ai vraiment ce ressenti que c'est dans ma tête. Mais comment arriver à débloquer tout ça? Oui, alors, enlevez-vous cette idée que c'est dans la tête. C'est dans la tête, ça veut dire que c'est quelque chose qu'on imagine, etc. C'est pas tout à fait comme ça que les choses se passent. Qu'en revanche, il y a au plus profond de vous-même quelque chose qui se serve d'un certain nombre de mécanismes pour interagir avec votre corps et exprimer à travers une partie précise de votre corps ce dont il est question, ça oui. Mais c'est pas tout à fait quelque chose qui est comme une fantasmagorie ou etc. C'est une réalité qui est une réalité profonde.
Votre corps, il vous envoie un signal précis. Alors après, que dans tout ce que sont les décors et la mise en scène, si j'ose dire, de l'environnement, c'est-à-dire c'est ma vascularisation, c'est mes zones dorsales, c'est mes zones cervicales, c'est etc., etc., etc. Parce qu'on va les évoquer, évidemment que vous allez rencontrer ça dans la problématique qui est la vôtre. Mais quelque part, vous avez effectivement dit, comme l'a relevé Brigitte, que peut-être que vous êtes arrivé à un moment donné maintenant où il va falloir un peu mettre pédale douce, si j'ose dire, c'est-à-dire ralentir un peu certains rythmes ou dépasser la manière avec laquelle vous vous êtes rassuré par rapport à votre puissance et votre valeur à travers cette jouissance qui est la jouissance du sexe et de la sexualité. À partir du moment où vous avez quelque chose en vous qui, quelle que soit la méthode qu'on vous propose, semble agir dans un premier temps, puis qu'après vous sentez bien que non, c'est pas ça, ça m'intéresse pas. S'il y a eu un début d'action, c'est bien que le corps a essayé de répondre à quelque chose, mais qu'en même temps il vous envoie ce signal. Et là, pour ça, il va falloir que vous fassiez peut-être accompagner, ou qu'en tout cas vous posiez les questions. Et comme vous appelez aujourd'hui pour témoigner, pour un homme, ça n'est pas simple de témoigner sur des pannes d'érection. Par conséquent, le fait que vous le fassiez, signe que vous êtes déjà dans ce propos et dans cette démarche. Je crois que, au-delà de ce qu'est la question cérébrale pure, dans ce qu'est la mécanique corporelle, on en a eu la démonstration par exemple avec l'usage dérivé du Viagra, qui était un médicament qui était uniquement destiné à traiter les problèmes de vascularisation. On s'est rendu compte que ça redonnait de la verticalité à certains messieurs. Donc on s'est dit, tiens, voilà une solution, parce que peut-être que la problématique de l'impuissance, c'est une problématique de vascularité. Ça peut être ça. Mais ça peut tout à fait être quelque chose qui se passe au niveau lombaire et au niveau sacrum, où vous avez toute une ramure de nerfs qui s'appelle la queue de cheval, qui émerge à partir de la colonne vertébrale, où il puisse y avoir un pincement au niveau lombaire qui peut avoir 3 types de conséquences, des espèces de sensations, voire générant des états un peu inflammatoires au niveau prostatique, des difficultés ou au contraire des brûlures au moment où on doit uriner, ou éventuellement des pannes d'érection. Et la troisième des zones corporelles qui est celle qui est concernée, ce sont les vertèbres cervicales. D'ailleurs, peut-être que vous ne le savez pas, mais il se passe un truc assez troublant. Alors, c'est pas la peine d'essayer de le faire, mais lorsque quelqu'un, par exemple, est condamné à mort par pendaison, il a systématiquement une érection si c'est un homme. Et que donc, une traction particulière au niveau des vertèbres cervicales va envoyer un influx qui va avoir une action dans cette zone-là. C'est très intéressant de voir que ce sont les deux extrêmes de la colonne vertébrale, c'est-à-dire de l'arbre qui nous porte, celui qui émerge et qui fait venir les consignes du cerveau, qui s'appelle la colonne cervicale, et celui qui fait passer à l'action et qui se situe au niveau du bassin, qui s'appelle les vertèbres lombaires. Et il y a dans ces zones-là, sans doute, quelque chose qui a été mis en place par vos vécus, et qui est la signature qu'il y a un frein qui se met là. Posturellement, vous allez vous mettre dans une position particulière, vous allez comprimer la tête légèrement en arrière, vous allez avoir le bassin qui se rétroverse, et à partir de ce moment-là, l'érection ne se fera pas comme il faut. Ayez ça sous les yeux, ayez ça sous le coude. Si vous vous faites détendre, vous faites faire des massages réguliers, vous allez voir un ostéo, vous faites refaire des positionnements vertébraux, vous allez voir un praticien shiatsu, il va vous faire des techniques d'énergie en plus. Ça va vous aider. Ça n'enlèvera en rien la nécessité majeure de la réflexion que vous devez vous poser autour de « mais qu'est-ce que la sexualité m'apporte ?» Pour moi, aujourd'hui. Aujourd'hui. Alors, il y a une chose que je trouve très intéressante. Vous venez de parler du pendu, Michel Odoul. Et moi, je fais une allusion à l'arcane du tarot de Marseille, le pendu, où en effet, il a la tête en bas, qui est la symbolique même du lâcher-prise. Oui. Et je crois, Guy, qu'il y a quelque chose de cet ordre-là chez vous, au fond. Pardon ? Oui, tout à fait. Je suis vous voyez, votre sexualité, elle avait certainement quelque chose un peu, peut-être pas de la performance parce que ce serait un mot trop fort, mais il y avait quelque chose d'important à faire, à montrer, etc. Vous avez quel âge ? Et je pense qu'aujourd'hui, il y a un besoin de prendre la sexualité comme une rencontre intime avec l'autre, sans avoir d'objectif autre que ce lâcher prise, quoi. Ouais. Pour répondre à Michel, j'ai 49 ans et c'est vrai que ça soit sous cachet, pas cachet ou selon telle ou telle personne, ça peut très bien fonctionner un jour. Le lendemain, je vais pas être peut-être connecté de la même manière et je sais que maintenant je suis plus sujet au désir, à des choses comme ça.
Mais ça n'a pas commencé qu'aujourd'hui. Hein. Ça fait quelques années déjà où à aucun moment je peux être sûr de moi, on va dire. Sûr de moi, le fait que je vais avoir une érection. Et mais qui vous demande, quelle femme vous demande d'être sûr de vous? Non, c'est juste moi, c'est pareil, de me dire que je désire une personne. Et c'est là où va venir la bonne question. Ouais. C'est là où va venir la bonne question, et c'est pour ça que je vous demandais votre âge. Vous êtes dans un des cadrans qui sont les cadrans du cycle saturnien. Et Saturne, c'est le Père omnipotent. C'est le Père en toute puissance. Vous pouvez définir votre Père en 3 mots? C'est compliqué. Mon père est décédé à l'âge de 7 ans. Après, j'en ai... Quand vous aviez 7 ans. Il m'a élevé, qui est décédé à mes 17 ans. Ma mère Berthaud. Oui, mais c'est ça. Voilà. 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49. Bon, vous êtes dans le 7e cycle de 7 ans. Il faut faire la paix avec l'image de votre père. Et l'image du fait de l'homme. Du mal. Du mal. Hein, Mais mal avec un accent. Hein. Oui, bien sûr. Je crois qu'il avait compris, Guy. Oui. Eh oui. Parce que de toute façon, tous ces cachets ne fonctionnent que s'il y a du désir. Ça ne fonctionne pas s'il y a un vrai désir. Là, il faut être clair sur... attention, le problème des cachets, c'est que ça ne vascularise pas que les zones sexuelles. Ça a une action vascularisante partout, et donc attention au cardiovasculaire. Oui, en même temps, il y a très peu de personnes qui ne peuvent pas prendre ce genre de cachet, mais c'est toujours pareil, si on en prend 3 par jour, on y va un petit peu à l'excès. Non mais Guy, moi je pense que c'est juste une petite introspection personnelle. Je pense qu'avec ce que vous a dit Michel, plus un petit peu de réflexion, vous allez mieux comprendre où vous en êtes dans votre sexualité, et ça va lâcher quelque chose, et je pense que ça va aller mieux. Oui, je vais réécouter tout ça tranquillement. En podcast, absolument. Oui. Absolument. Écrivez une lettre à votre père, dites-lui ce que vous avez à lui dire, et puis il est là. D'accord. Merci beaucoup en tout cas de ce témoignage, Guy. Merci beaucoup. Et dans un instant, avec le Love Conseil, on va parler de la capacité à changer, ce qui n'est pas évident. Et puis on va revenir sur le désir féminin avec Karina. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Alors, Michel Odoul, vous avez remarqué, on n'est pas tous pareils face au changement, face à la nécessité de changer, mais pourtant, on est tous à même d'accepter de nous adapter, parce que les événements de la vie nous obligent parfois à changer notre attitude ou notre vision des choses. Alors, dans ce Love Conseil, j'ai répertorié des différents types de personnalités face au changement. Voilà, donc je vous propose ce Love Conseil et vous pourrez réagir. Alors d'abord, il y a les conservateurs, ces personnes qui refusent de voir la nécessité de changer et qui sont souvent un peu dans le déni. Et d'ailleurs, c'est des personnes souvent qui gardent leurs vieilles affaires. Par exemple, on jette pas un pull, même s'il est totalement démodé et il commence à être un petit peu usé. Mais non, c'est mon pull qui va bien, avec qui j'ai fait plein de choses. Je garde ce pull. Donc cela, c'est assez difficile de les faire évoluer. Et je dis qu'à ce moment-là, il vaut peut-être mieux leur apporter quelque chose de neuf, plutôt que d'essayer de leur faire jeter leur vieux schéma. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça. C'est-à-dire, dans le conservateur, il y a 2 grandes catégories de conservateurs. Il y a celui qui veut conserver les habitudes. Donc celui-là, c'est un insécure et qui se rassure par le caractère immuable des choses qu'il voit, qu'il observe, des repères, des territoires, des gens, des individus, des objets, des meubles, etc. Et puis le deuxième type de conservateur qui existe, c'est les nostalgiques. C'est-à-dire ceux qui pensent qu'ils ont été beaucoup plus heureux avant et qui accrochent ce bonheur et ces mémoires de bonheur à travers des objets. Donc le châle de la grand-mère, le pull qu'on avait aimé, les pantoufles dans lesquelles on était bien, etc., etc. Et bien sûr, à chaque fois, pour chacun d'entre eux, il va falloir trouver des arguments qui sont des arguments particuliers. Et oui, évidemment. Et quand ça casse, elles ont parfois vraiment du mal. C'est des personnes qui peuvent s'écrouler. Le nostalgique va faire une dépression, alors que le conservateur, lui, va faire une révolution. Alors sinon, il y a les acteurs du changement. Alors eux, ils sont souvent avec des vies de rupture. De toute façon, ils changent plus même que la vie ne leur demande. Et dès qu'ils s'ennuient, ils ont tendance à tout envoyer promener pour que ça bouge, pour que ça change. Quitte à se tromper d'ailleurs.
Donc ceux-là, on les connaît aussi. C'est ceux qui pensent que le changement, c'est dû à l'extérieur et que c'est l'extérieur qui doit changer. Mais c'est pas forcément une bonne manière de vivre non plus. Alors il y a les intuitifs. Alors eux, ils sont généralement assez en avance sur leur temps. Ils anticipent en quelque sorte. Ils sentent en amont ce qu'il faut faire bouger. Et généralement, je dirais que ceux-là vivent assez bien le changement, sont d'assez bons conseils, à condition évidemment qu'ils aient une véritable intuition et qu'ils ne soient pas dans des projections qui ne sont pas de l'intuition. En tout cas, ce sont des gens qui le vivent bien parce que ce sont des gens qui anticipent. Donc ils n'attendent pas la contrainte pour aller vers le changement, ce qui leur permet d'ailleurs de le décider tel qu'ils le veulent. Et enfin, je parlerai des suiveurs. Alors ceux-là, ils sont pas tellement fans du changement, mais quand ils voient leur partenaire changer, par exemple, ils ne résistent pas. Quand ils voient la société qui change, ils s'adaptent parce que ils suivent, quoi, tout simplement. C'est ce qu'on pourrait appeler les moutons. C'est ça. Mais c'est les plus nombreux, en finale. Bien sûr. C'est souvent ça. C'est les moutons, les gnous, les pigeons. Ce sont les mêmes groupes grégaires qui, quand il y en a un qui fait quelque chose, ils suivent. Et je profite de votre présence, Michel Odoul, pour mettre les pieds dans le plat. On est dans une société en plein changement, notamment sur la question des mœurs, pour pas évoquer la question des retraites. Qu'est-ce que vous avez envie de dire sur le plan symbolique, justement? Pourquoi il y a autant de résistance au changement? On sent bien que la société bouge, change, en tout cas qu'il faut qu'elle change si on veut que ça aille bien, quoi. Parce qu'on a affaire sans doute à des personnes qui vivent ce qu'on va appeler des propositions de changement comme étant des contraintes à abandonner des choses qui étaient bien et dans lesquelles on était satisfait. Et donc, on a l'impression que le changement est quelque chose qui nous est imposé. On a l'impression que on va nous conduire vers de l'inconnu, alors que le connu était quelque chose qui était autant que possible satisfaisant. Alors qu'on ignore complètement si cet inconnu ne va pas être quelque chose qui va nous apporter plus. Après, il faut à l'intérieur de ça voir les différentes catégories. Vous avez des gens qui ont la possibilité et qui ont les moyens du changement. Et chez ceux-là, c'est effectivement plus difficilement acceptable. Le refus du changement par le maintien ou la continuation à la possession des choses auxquelles on a l'habitude. Et puis, il y a des gens qui n'ont pas les moyens du changement. Et chez ceux-là, c'est quelque chose qui est un petit peu plus compliqué et dans lequel je crois que le premier des travers de notre société, c'est qu'elle manque de pédagogie par rapport à ça. Mais pour avoir de la pédagogie, encore faut-il montrer l'exemple. Et c'est quelque chose qui, malheureusement, dans nos sphères dirigeantes et politiques, n'est pas obligatoirement ce qui est le plus visible. Parce que dans la façon dont le monde actuellement fonctionne, etc., je crois que, en dehors de conduire les peuples à vouloir absolument un peu plus de sécurité et à rejeter l'autre, je vois pas ce qu'on propose d'autre. Et un peu moins de liberté surtout. Oui, non, ça n'engage que moi. On va continuer, en tout cas, il n'y a rien qui change. Comme tous les jours à cette heure-ci, je vous propose de jouer avec Sud Radio et Passage du Désir. Vous le savez, toute cette semaine, c'est un vibromasseur gonflable Hector. C'est le fameux Hector qui avec Passage du Désir, que vous pouvez gagner. Donc n'hésitez pas à aller vous inscrire. Et ensuite, je le rappelle, tous ceux qui se sont inscrits depuis lundi jusqu'à demain, parmi vous, il y aura un d'entre vous qui va remporter ce magnifique calendrier de l'Avent Passage du Désir qui donc contient 660 € de cadeaux. C'est quand même pas rien. Donc oui, si vous l'avez pas encore fait, envoyez vite un SMS Brigitte au 7 20 18. L'un d'entre vous déjà va gagner le vibromasseur et peut-être ce sera vous qui gagnerez le calendrier de l'Avent. Bonne chance à tous et nous revenons sur le désir avec vous, Karina, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour Michel, bonjour Brigitte. Bonjour. Moi, je voudrais savoir comment on peut se réparer. Je vous explique vite fait. Je suis sortie pendant presque 2 ans avec un homme qui avait 14 ans de moins que moi. Bon, au départ, je me suis dit que ça allait être compliqué. Effectivement, ça l'a été pour moult raisons, mais surtout parce que, évidemment, il avait un désir constant. Et moi, j'arrive à un âge où j'en avais beaucoup moins. Et petit à petit, je me suis trouvée presque obligée de
je vais être grossière et triviale, mais de passer à la casserole, parce que du coup, il était tout content, il était tout charmant, etc. Et quand c'était pas le cas, il était vraiment pas agréable. Je le sentais toujours énervé, stressé, etc. Si bien qu'un jour, je lui ai dit, en fait, si je veux passer un moment avec toi, être tranquille, parce qu'on vivait pas ensemble, on partageait pas notre quotidien, à part les week-ends et les voyages. Je lui disais, il faut que je te fasse une fellation en arrivant et après je suis tranquille. Donc je pensais qu'il allait me dire, mais non, c'est pas comme ça que je veux. Mais non, il m'a dit, ouais, c'est pas mal. Il faut soulager la bête. Il faut soulager la bête et ça m'a, sur le coup, je me suis dit, ça m'étonne même pas. Mais je me suis rendu compte que quelque part, ça m'avait tellement écœurée que j'en suis arrivée là à me dire, le prochain qui va me toucher n'est pas né. Je peux même plus prendre quelqu'un dans les bras, quoi. Oui, parce que là, vous devenez l'objet qui sert à vider les couilles. Excusez-moi, je fais exprès de parler vulgairement. Non, mais c'est ça, et on n'a pas envie d'être un objet. C'est-à-dire que il vous aurait répondu, mais je te désire tellement que dès que je te vois, j'ai besoin de faire l'amour avec toi. C'était pas le même discours, vous voyez. Et tandis que là, il vous répond, oui, c'est ça, voilà. Ouais. Donc forcément, ça vous a terriblement blessé, et peut-être encore plus que vous ne l'avez imaginé sur le moment. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, vous vous sentez blessé. C'est un peu cette phrase qui reste ancrée en vous. Ah oui, je me sens complètement fermée, mais à un point que je vous dis, même l'idée d'envisager qu'un homme ou une femme mette les mains sur moi, ça m'est presque insoutenable. Alors que j'étais pas du tout comme ça, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est cassé. D'où ma question, comment on peut se réparer ? On va vous répondre dans un instant. Comment on peut se réparer avec Michel Odoul qui va vous donner une petite dose de réparation dans un instant. Les Chevaliers du Fiel, 17h, 18h sur Sud Radio. 14h, 16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Michel Odoul est avec nous. Je rappelle que Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi était ressorti en version augmentée et qu'il est donc actuellement toujours disponible aux éditions Albin Michel. On attend le prochain évidemment avec impatience. Voilà. Je sais que vous y travaillez. Mais pour l'instant, on va revenir sur la question du désir et des blessures qu'on peut avoir à cause d'une phrase qui sexuellement nous blesse. Donc, Karina, vous avez entendu cet homme vous dire, vous imposer presque de le satisfaire sexuellement pour avoir la paix. Et donc, Michel Odoul, qu'est-ce que vous pouvez conseiller et vous dire à Karina ? Je pense que s'il y a un tel ressenti de blessure, j'aurais plutôt, moi, la tendance de vouloir interpréter le ressenti de Karina, non pas comme une blessure, mais comme une espèce de profonde colère, profonde amertume et profonde rancœur vis-à-vis de ce monsieur. Donc là, on n'est pas au stade de la blessure, on est au stade du vécu émotionnel qui a besoin d'être apaisé, qui a besoin d'être pacifié. Alors effectivement, c'est absolument pas confortable de découvrir que finalement ce que l'on pensait représenter pour l'autre n'est pas aussi magnifique et édulcoré que ça, et qu'il peut y avoir eu des attentions et des attentes un peu plus vulgaires qui étaient là. La blessure d'image que vous en avez reçue est bien entendu importante et elle est forte. Ce qui, en revanche, est pas bon du tout, c'est la façon avec laquelle vous réagissez par rapport à ça. Parce que la seule façon que vous allez avoir de sortir de cette blessure, c'est bien au contraire, à un moment donné, de reconstituer votre capacité à re-rencontrer l'autre, qu'il soit masculin ou féminin. Mais pour ça, il va falloir que vous acceptiez de recevoir le message qui vous a été envoyé, à la fois à travers votre ressenti personnel et votre corps, et avec la brutalité de cette information qui vous a été donnée. Parce que, bien entendu que lorsqu'on a affaire dans une relation de couple à quelqu'un qui a 14 ans de moins que nous, c'est extrêmement rassurant et valorisant parce que ça nous donne vraiment l'impression qu'on est bien et qu'on est tout à fait au niveau et tout à fait à la toujours hauteur. Toujours désirable, toujours pleine de vie, etc. Et que petit à petit, eh bien, ce que vous constatez, c'est que cette espèce de plaisir et de satisfaction que vous aviez, elle diminue. Sauf qu'il y a un constat qui sans doute a eu besoin d'être mis sous le boisseau, c'est qu'il diminue de votre fait.
Et que donc, à travers votre avancée dans le temps, etc., la pulsion d'envie et du désir d'une possession d'une certaine façon était quelque chose qui vous satisfaisait de moins en moins et répondait de moins en moins. Mais c'est extrêmement difficile à accepter et à vivre. Et à partir de ce moment-là, on a commencé à considérer que ça n'était pas nous qui ne répondions pas suffisamment, c'était l'autre qui demandait trop. Et là, il faut essayer d'aller au bout de ça et essayer de comprendre que, eh bien, il y a des phases dans la vie où on peut faire un certain nombre de choses. Sauf que lorsqu'on se met effectivement en lien avec quelqu'un qui a 14 ans de moins que vous, il y a un moment donné, là, on va rencontrer ce vécu-là. Il y a un moment donné, on va rencontrer le moment où il y a des chemins qui vont s'éloigner, qui vont se séparer, parce que les attentes ne sont pas les mêmes. Mais moi, je dirais même que ça peut arriver avec une personne du même âge que nous. Si on a besoin de se sentir très désirable, je reste sur l'exemple d'une femme, on a envie en tant que femme de se sentir très désirable parce que narcissiquement, on n'est pas sûr, etc. On va dans un premier temps choisir un homme qui va avoir toujours envie de faire l'amour, parce qu'on va croire qu'il nous désire tout le temps, alors qu'en fait, c'est sa pulsion qui est forte. Et à un moment donné, on va en avoir forcément marre parce qu'on n'est pas forcément dans cette même sexophilie que lui. Donc attention de combien de couples se forment avec des sexualités différentes parce que c'est quelque chose d'autre qu'on attend dans la rencontre en fait. Non, mais j'aime beaucoup la réponse de Michel parce qu'elle met en lumière une part de ma responsabilité. Et c'est vrai que j'avais tendance à... Oui, il a tout à fait raison. Mais c'est une nouvelle facette que j'avais pas envisagée. Effectivement, en regardant ça sous cet aspect-là, j'ai un travail à faire. Effectivement. Oui, et sauf qu'une chose, mais il faut que vous preniez en compte, et c'est très bien que vous ayez cette capacité à entendre, il faut que vous preniez en compte que, pour l'instant, c'est encore une blessure. Mais il va arriver un moment donné, je pense, si vous vous donnez la possibilité d'aller au fond de la réflexion, vous allez considérer que ce monsieur, il vous a rendu un service. Il vous a rendu un service parce qu'il vous a permis d'éviter de rentrer tous les deux dans une impasse dans laquelle les choses auraient pu devenir de plus en plus difficiles, de plus en plus compliquées, de plus en plus brutales, de plus en plus heurtantes. Et que ça doit vous conduire à quoi? Ça doit vous conduire au constat que, effectivement, si une partie de la responsabilité vous incombe, ce vécu-là ne doit pas vous conduire à rejeter le masculin. Il doit vous conduire à envisager que le masculin dont vous avez besoin, celui qui va vous apporter de l'équilibre et de la reconnaissance, celui qui va vous valoriser en tant que femme tel que vous êtes dans vos besoins, eh bien, c'en est peut-être un autre masculin. Et que cet autre masculin, il ne pourra trouver une place chez vous qu'à partir du moment où vous aurez dégagé celle qui est occupée par l'autre. C'est vrai, non, tout à fait. J'entends vraiment ce que vous me dites, je vais le réécouter d'ailleurs, parce que ça me touche beaucoup. Et c'est vrai que ça me donne une autre lumière et un nouvel espoir. Mais vous avez raison, c'est une histoire de choix, c'est sûr. Oui, et puis ce que vous pouvez faire pour avancer, c'est justement essayer de vous souvenir au début de la rencontre, qu'est-ce qui justement a fait que vous avez été très attiré par cet homme? Qu'est-ce que c'était qui vous a fait partir dans cette relation? Et moi j'entends parfois des femmes, mais des hommes aussi, fiers de me dire je suis avec quelqu'un qui est plus jeune que moi, comme si c'était une sorte de trophée sur le fait qu'on fait pas son âge ou je ne sais quoi. Non, mais en fait, vous aviez tout à fait raison, parce que je l'ai rencontré après avoir eu une relation où l'autre personne était toujours en train de me tirer vers le bas, ne me valorisait absolument jamais, et tout d'un coup, voilà un plus jeune que moi qui me regarde au départ avec admiration, etc. Ça m'a fait du bien. Mais ce qui était certainement vrai aussi, il ne faut pas tout rejeter non plus. Oui, non, je suis d'accord avec vous, mais c'est vrai que, oui, je reconnais que oui, bien sûr, c'est moi, je comprends bien, j'ai une sacrée responsabilité là-dedans, c'est sûr. J'ai pipé les dés au départ. Mais si vous acceptez la notion de responsabilité, il faut balayer la notion de culpabilité ou de faute, ou etc. C'est-à-dire que cette responsabilité, si vous l'assumez, eh bien, elle est les prémices de l'acceptation d'une autre responsabilité, c'est que celui qui viendra dans ma vie sera quelqu'un que j'aurai choisi pour des bonnes raisons. C'est vrai. Oui, parce que de toute façon, là, de toute façon, quoi qu'on dise, moi, je crois que chaque rencontre nous fait avancer sur nous-mêmes. Oui. Une fois qu'on a compris ça, on prend aussi bien les belles rencontres que les mauvaises comme quelque chose qui parle de nous. C'est-à-dire, le bouddhisme tibétain a une phrase pour ça où il dit que nos pires ennemis sont nos meilleurs maîtres.
Mais elle s'arrête pas là, cette phrase, parce que souvent elle n'est citée que dans ce champ-là. Mais il y a marqué, après c'est virgule, mais ça ne veut pas dire qu'il faille tout accepter. C'est-à-dire que chaque rencontre, même quand elle est désagréable, elle est, entre guillemets, formatrice, où elle nous apporte quelque chose, mais à la condition sine qua non que nous restions au centre de la situation et que ça ne vienne pas écorner le respect de soi. En tout cas, votre rencontre m'a été tout à fait favorable et absolument pas désagréable, parce que vous m'avez vraiment permis de comprendre quelque chose. Là. Et je vous en remercie du fond du cœur. Non, mais c'est vous qu'il faut féliciter, oui. Karina, parce que moi, je reçois Michel Odoul tous les mois. J'ai pas à chaque témoignage quelqu'un qui aussi vite entend et embraye. Et là, franchement, je peux vous le dire, pendant la pause, Michel Odoul m'a dit: je vais lui dire quelque chose qui sera peut-être pas facile à entendre. Bah si, vous l'avez entendu de vos deux oreilles. Et donc c'est vous qu'il faut féliciter, franchement. Vous me donnez des frissons de vous entendre. C'est que ça doit vraiment marcher à tous les niveaux de mon corps et dans ma tête, je pense, parce que c'est très fort. Enfin, ça me, waouh, excusez-moi, mais ça me touche beaucoup. Non, frissonnez. C'est ce qu'on vous souhaite, absolument, c'est sincère. On est ravis. Oui. Mais voyez, ce que vous venez de dire est important, parce que moi je le répète peut-être pas assez souvent dans cette émission, parce qu'on parle de tout, on parle de l'amour, du sexe, de la santé. Il faut ressentir. Et c'est quand on ressent qu'on sait qu'on a compris, qu'on sait qu'on est dans le vrai, qu'on est sur son chemin. Tant qu'on ressent pas, on peut intellectuellement dire ah oui, c'est très juste, etc. Non, vous ressentez, et ben donc c'est que vous êtes, ça y est. Voilà, c'est que vous êtes d'accord, Michel, hein, il faut ressentir. Absolument, mais c'est la particularité, ce qu'on appelle l'insight, c'est-à-dire à partir du moment où le message est passé, le corps répond. Le corps répond et manifeste effectivement que ça nous a touchés. Mais encore grand merci à vous deux. Mais je vous en prie, Karina. Merci à vous. Et puis on vous sent très ému, ça nous touche beaucoup. C'est vrai, hein, c'est oui, joli échange, comme quoi hein, on voit bien que finalement tout parle de nous. Quel que soit ce qui nous arrive, ce que les gens rencontrent, qu'on fait, etc. L'humanité est une terre tellement fertile qu'il y a juste besoin qu'on s'en occupe un peu, quoi. Voilà, et ce qui est important à comprendre, c'est que quoi qu'on vive dans notre existence, eh bien, c'est par rapport à nous-mêmes qu'il faut le comprendre pour aller bien. Oui. Sinon, on accuse toujours les autres, et puis on se déresponsabilise. Et c'est un peu une tendance actuelle de la société. Hein. On aime bien accuser l'autre, c'est plus facile. Faut remarquer, ça a toujours été ça. Oui, je pense que oui. C'est toujours la grande question chez un être humain, la question de l'altérité, la question du rapport que j'ai à moi. Est-ce que je suis au centre de ma vie ? Ou est-ce que c'est la vie qui m'agit ? Si je suis au centre de ma vie, c'est moi qui agis la vie. Si je ne suis pas au centre de ma vie, c'est elle qui m'agit, quelle que soit la façon. C'est la grande question philosophique de ce qu'on appelait l'héliocentrisme et le géocentrisme, quand il y a eu la grande bagarre autour de la position de la Terre. Est-ce que la Terre tourne autour du Soleil ou est-ce que le Soleil tourne autour de la Terre ? Et on n'a toujours pas la réponse. Hein. C'est une question de point de vue. Oui, c'est une question de point de vue. Alors, c'est intéressant parce qu'on parlait tout à l'heure avec Guy des troubles de l'érection. On va avoir Alain qui va témoigner, qui a eu une hernie discale, et vous parliez justement de tout ça, et qui a peut-être des petits problèmes d'érection. Donc, vous pourrez dans un instant donner la réponse à Alain, et puis peut-être à d'autres hommes qui écoutent, parce que c'est vrai que ça peut être intéressant. Et puis, vous n'échappez pas à ma petite devinette, elle m'amuse beaucoup celle-ci. Quelle est la différence entre un intellectuel et un homosexuel? Je vous laisse le temps des infos pour trouver la réponse. Bon, je suis pas sûre que vous la trouverez, mais c'est pas grave, on va s'en amuser. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Vos émissions sont toujours 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Michel Odoul est avec nous et nous évoquons le corps qui parle, mais là plus particulièrement tout ce qui concerne la zone génitale. Et Alain est avec nous et on vous donne la parole dans un instant dès que j'ai la réponse à ma devinette. Quelle est la différence entre un intellectuel et un homosexuel, Michel Odoul? Je suis incapable de répondre comme d'habitude, Brigitte. Alors, l'intellectuel a le petit Larousse dans la tête et l'homo a le petit Robert dans le cul. Ah oui, d'accord. Voilà. Bon, elle est marrante. Franchement, je la trouve marrante. Mais bon. Bonjour, Alain. Bonjour, Brigitte et Michel. Bonjour.
Merci d'être avec nous, Alain. Donc vous avez réagi par rapport à ce que disait Michel Odoul tout à l'heure avec Guy au sujet des hernies discales. Hein? Tout à fait. J'ai eu une hernie discale qui était paralysante. J'ai été opéré 2 mois après les premières douleurs. Alors cette opération m'a enlevé les douleurs, mais j'ai gardé comme séquelles les releveurs du pied gauche qui ne fonctionnent plus. Et je me suis aperçu, puisqu'à l'époque j'avais une compagne, que mes érections étaient moins importantes. Donc il n'y avait pas que le pied gauche que vous aviez du mal à relever? Oui. Et même avec du Viagra, j'avais des problèmes d'érection. Oui, parce que c'est neurologique, ça n'est pas du tout une problématique vasculaire. Je suppose que ce que vous avez eu comme type de hernie discale, elle produisait une sciatique paralysante, c'est ça? Oui, tout à fait. Et cette sciatique paralysante, donc, on vous l'a traitée en allant faire quoi? Ils ont raclé la hernie, ils ont fait une arthrodèse au niveau L5, S1 ou pas? C'était L4, L3. Ah, L4, L3. Et... Ah, donc oui, ça pouvait être une cruralgie alors. Non, c'était une sciatique? Je ne connais pas le terme. Oui, ça s'est manifesté par des douleurs dans le dos et puis des douleurs le long de la jambe gauche. Oui. Jusqu'à cette paralysie, et là, il était un peu trop tard. Le chirurgien m'a dit, j'ai peu de chance de vous ramener à un état fonctionnel, vous risquez de le garder ou ça peut être pire. C'est bien. C'est un pronostic très. C'est un pronostic ils sont incroyables. Très agréable. Vous savez, il y a un grand cancérologue nord-américain qui s'appelle le docteur Bernie Siegel, qui a écrit un certain nombre d'ouvrages, dont un qui s'appelle L'amour, la médecine, les miracles, dans lequel il dit une chose très basique et très simple et qui est un vrai leitmotiv pour lui. Il dit: le diagnostic n'est pas le pronostic. Donc il faut vraiment que balayer de côté ce caractère noir, on va dire, de ce qui vous a été dit, parce que ça génère le nocebo, qui est l'inverse du placebo éventuellement. Ça ne veut pas dire que je vais bien, tout va bien, ça veut simplement dire qu'il faut laisser la porte ouverte à la vie. Elle peut s'exprimer de manière assez troublante parfois. Ma question, c'est: est-ce que vos vertèbres ont été bloquées entre elles? Non. Non. Je me souviens, moi, ce qui m'avait surpris, quand il est venu me voir, il m'a dit: je vous ai enlevé un morceau d'os de près de 2 cm. Mais les vertèbres ne sont pas liées entre elles. Oui, parce que ça peut être au niveau d'une apophyse vertébrale qui vous a enlevé quelque chose, je ne sais pas, peut-être. C'est pour éviter la compression du nerf, parce que la hernie discale, ça a ces effets-là qui sont douloureux ou paralysants. Parce qu'un disque intervertébral, un disque mou, souple, vient comprimer, parce qu'il sort de son logement, il vient comprimer la moelle épinière ou des éléments qui sortent de la moelle épinière, et suivant le nerf qui est concerné, ça va s'appeler une sciatique, ça va s'appeler, etc. Donc vous, dans votre cas, ce que vous voyez, parce que ça peut être aussi une des conséquences de certaines opérations pour la prostate, etc., c'est que ça a eu une incidence au niveau neurologique. C'est-à-dire que là, la commande ne fonctionne plus, vraiment, ne fonctionne plus totalement, de la même manière que, comme vous l'avez dit vous-même, vous avez du mal à relever le pied gauche. Le côté gauche dans le corps, c'est le masculin. C'est-à-dire que vous avez sans doute du mal à redresser quelque chose dans votre masculinité, dans la vision qui est la vôtre, que vous avez de vous-même. Est-ce que vous étiez dans des phases, parce que si c'était L4, L3, dans lesquelles vous aviez un vécu en lien avec la structure familiale et avec le travail, sur lesquels il y avait une tension ou un excès de fatigue? Une tension, je dirais oui. Parce qu'en fait, au niveau familial, je me retrouve seul. Des enfants qui ont des problèmes et qui ont choisi de partir avec leur mère. Et puis ma vie intime connaissait enfin, ma vie amoureuse connaissait enfin un renouveau. Mais je sentais qu'il y avait aussi peut-être quelque chose de ce côté-là qui n'allait pas très bien.
Et il y a quelques semaines, j'ai décidé de rompre, carrément. Parce que je me sentais pas... Oui, mais là, vous parlez d'aujourd'hui. Hein. Vous parlez d'aujourd'hui, mais c'est vrai que L4... Mais à l'époque, oui, j'avais peut-être quelques prémices, justement. L4, la quatrième vertèbre lombaire, c'est celle qui est porteuse des grands archétypes et des grands symboles de ce qu'est la famille. Et L3, c'est le travail. Et qu'à partir du moment où, bien sûr, on vit des tensions, et des tensions par rapport à quelque chose, d'ailleurs, qu'on évoquait avec Brigitte en début d'émission, qui était sur une question au changement, les vertèbres lombaires, elles viennent parler de notre capacité à la mobilité et au changement et à faire évoluer des choses dans notre vie. Le pied, lui, il a comme symbolique fondamentale au niveau corporel le positionnement. C'est les positions sur lesquelles je campe. Quand on dit de quelqu'un qui ne sait pas sur quel pied danser, le langage courant dit très bien et très clairement ce dont il s'agit. Se lever du bon pied. Voilà. Et donc, vous, le problème, c'est que c'est le pied gauche. Donc, vous ne savez sans doute peut-être pas, quelle que soit la raison de ça, comment vous positionnez en tant qu'homme, en tant que père, en tant que masculin, etc. Et que vous avez du mal à relever, au propre comme au figuré, la situation et les positionnements. À la fois parce que les vécus ont fait que vous avez été blessé, parce qu'il y a une réalité physiologique et mécanique, et le fait que ça a des incidences sur l'autre composante de ce qu'est le masculin, l'homme, etc., qui est le sexe et comment on va dire ça, la puissance ou l'impuissance. D'accord. Vous avez besoin sans doute de vous faire aider par quelqu'un qui vous accompagne sur le plan biomécanique. Donc là, un praticien shiatsu pourra vous aider là-dessus, un ostéopathe, si vous en connaissez un bien, pourra vous aider là-dessus, mais qui vous accompagne aussi sur la question du sens. C'est-à-dire qui vous amène à mettre des mots MOTS sur ces mots-là, c'est-à-dire à reconstituer ce qui a été le contexte de vie et de l'histoire qui a été la vôtre. Parce que quand ça vous est arrivé, quand cette sciatique a émergé, voilà, comme disait Brigitte, c'était pas aujourd'hui. Aujourd'hui, les vécus que vous avez sont sans doute la conséquence de ce qui a été engrangé à ce moment-là. Il faut vous rassurer et reconstituer votre image. D'accord. Oui, donc ça serait auprès d'un praticien shiatsu, donc. Parce que actuellement, moi, j'ai juste de la kiné 3 fois par semaine. Oui, mais là, je peux pas vous dire parce que à la fois, kiné, je veux dire standard, quoi. Oui, bien sûr. Mais ce que veut dire Michel, c'est qu'il faut aller dans les mémoires du corps, en quelque sorte. Voilà. Alors c'est très bien la kiné, il faut continuer. Et puis ce qu'il faut, là où on peut aussi être rassurant, c'est que tout ce qui est neurologique, à moins qu'il y ait réellement une totale section, mais les choses se récupèrent, le cerveau a des capacités incroyables, ça se retravaille. Donc si vous prenez bien conscience à l'intérieur de vous-même et par tout ce que vous a dit Michel, encore une fois, réécouter en podcast, sur YouTube, vous pouvez à tout moment écouter des extraits de l'émission ou toute l'émission. Donc ne vous en privez pas parce que on entend toujours que d'une oreille et il faut parfois réentendre plus calmement tout ce que Michel vous a dit. Mais il n'y a pas de fatalité dans votre cas, Alain. Il n'y a pas de fatalité. Donc plus vous allez mettre du sens et plus vous allez y travailler, plus vous allez retrouver votre virilité. Le masculin et lui redonner la juste place dans votre vie. Il faut vous positionner au propre comme au figuré d'une façon nouvelle avec ça. Et c'est un vrai travail à la fois de rééducation physique, effectivement, comme vous le disiez, Brigitte. Et dans ce travail de rééducation physique, il y a des choses assez troublantes dans les travaux qui ont été faits aux États-Unis à travers la plasticité cérébrale. On a découvert, on a constaté que certaines structures neuronales pouvaient se reconstituer, voire constituer des ponts secondaires qui viennent remplacer la fonction qui est lésée, etc. Mais il faut reconstruire aussi et reconstituer votre image à l'intérieur de vous. Donc oui, vous allez vous faire aider. Il faut vous faire aider à travers ça. Vous allez rentrer dans une même démarche que la personne qui a fait un AVC et qui doit tout réapprendre et qui doit réapprendre petit à petit, par le volontaire, à aller générer au niveau cérébral la capacité à remettre en mouvement un certain nombre de choses. Vous êtes dans quelle région ? Dans l'Essonne.
Dans la région parisienne, donc là, vous trouverez, si vous allez sur le site de mon institut, vous trouverez vraiment des coordonnées de gens qui seront capables. Prenez un praticien shiatsu et en psycho-énergétique, et vous aurez affaire à quelqu'un qui sera capable de vous conduire et de vous aider dans ce travail. De relier tout ça, et puis rien ne vous empêche, en attendant, de vous masturber avec beaucoup d'amour pour cette petite part de votre anatomie qui ne fonctionne pas toujours comme vous aimeriez. Mais qui semble encore vouloir le faire. Donc voilà, hein, c'est important aussi. Il y a la volonté, mais ça marche pas toujours. Oui, mais parce que ça marche pas par la volonté, ça marche par le corps et le cœur. Mais si vous dites pas toujours, ça veut dire que ça marche quelquefois. Donc, quand ça marche quelquefois, ça veut dire que ça peut marcher toujours. Donc ça peut marcher après, un certain nombre de fois, puis après ça peut marcher beaucoup de fois. Et après, toujours. Voilà. Merci Alain, merci beaucoup. On va faire une petite pause et on va rester sur les questions d'érection, mais avec une femme qui est Nathalie et qui voudrait justement témoigner de tout ça. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Michel Odoul est avec nous et comme on parle des symptômes sexuels, c'est curieux, on parle beaucoup d'érection ou plutôt de panne d'érection. Bah oui, c'est là encore une fois extraordinaire parce que l'érection, ça semble, moi j'ai toujours trouvé que c'était un peu magique. Hop, ça se lève. Ou pas. Et c'est vrai qu'il y a évidemment un mécanisme tout à fait compréhensible et qui est un mécanisme tout à fait physique, mais il y a aussi beaucoup de choses psychiques. Ça n'appartient pas à une décision volontaire. Exactement. Même si c'est un réflexe. Nathalie, bonjour. Bonjour Michel Odoul et bonjour Brigitte. Merci de m'accueillir dans l'antenne. Mais je vous en prie Nathalie. Non seulement on vous accueille, mais on vous écoute. Oui, c'est plutôt sympa. Oui, donc moi c'est vrai que en reprenant le sujet du jour, c'est vrai que par rapport à l'érection, c'est vrai que moi j'avoue que c'est toujours problématique pour moi si un jour la personne avec qui je suis n'a pas d'érection. Pour moi c'est très compliqué. Et ce qui est dommage, c'est que je peux même rendre la personne avec qui je suis en difficulté du coup. D'accord. Que je prends pour moi, ouais. Pour vous, s'il n'a pas d'érection, c'est de votre faute. Voilà, ouais. D'accord. C'est de votre faute. Donc c'est que vous n'êtes pas désirable. Eh ben, oui, peut-être à travailler dans ce sens-là, peut-être. Exactement. Bon. Mais est-ce que c'est parce qu'on va rentrer dans les détails. Vous êtes avec un homme, ok, vous êtes au lit tous les deux. Est-ce que c'est parce que vous êtes en train de lui faire une fellation et il n'arrive pas à avoir une érection, donc vous vous dites je sais pas faire? Est-ce que c'est parce qu'au moment de vous pénétrer il y a plus personne? Plutôt ça, ouais. Plutôt que au moment. Ouais. D'accord, ok. Et qu'est-ce que vous ressentez? À part le fait que vous êtes peut-être responsable ou c'est peut-être de votre faute, qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce que vous ressentez de la colère, de la tristesse? Qu'est-ce que vous ressentez? De la tristesse, ouais. Ouais. Et de l'incompréhension en fait. Incompréhension. La personne, on peut en discuter, mais je suis pas comme si j'arrivais pas à comment dire, si j'arrivais pas à faire le lien entre ce qui met l'information que j'entends et ce que je vis. C'est-à-dire la personne va m'expliquer qu'elle est fatiguée, je sais pas, et j'entends, je comprends que ça puisse faire ça aussi. Et à la fois, je l'intègre pas à ce moment-là. Mes émotions sont quand même parties. Oui. Est-ce que ça vous arrive souvent? Là, je suis plus en couple, mais ça m'est arrivé, oui. J'ai vécu ça très mal parce que doublement de me dire que j'aurais pu mettre l'autre personne en difficulté, donc j'ai pas exprimé tout ce que je ressentais, quoi, en fait. D'accord, mais c'est pas forcément, ça vous arrive pas forcément souvent, ça vous est pas arrivé systématiquement. Non. Enfin, c'est juste. Exactement. D'accord, c'est cette fois-là dont vous parlez finalement qui a été terriblement. Et est-ce que vous vous sentez humilié, par exemple? Presque, ouais. Non, on est d'accord. Ouais. Ça remet en jeu, il me semble-t-il, non pas spécialement votre capacité à être désirable,
mais votre capacité à avoir une identité de femme. Ah, peut-être, ouais. Il me semble qu'on arrive à quelque chose qui tourne autour de cette identité. Parce que, il faut le rappeler, au moment de l'adolescence, ce qui nous aide à devenir un homme ou une femme, c'est nos relations sexuelles avec l'autre sexe. C'est grâce à ça qu'on va se sentir vraiment homme, vraiment femme. Et c'est pour ça d'ailleurs que certains adolescents ont besoin d'avoir beaucoup de rapports sexuels avec des femmes différentes pour se sentir suffisamment homme, suffisamment viril. On connaît le syndrome de Don Juan. Et peut-être que c'est quelque chose de cet ordre-là. Peut-être, me semble-t-il. Je sais pas ce que. Complètement. Ça me parle complètement. Ouais. Mais moi, ce que j'entends à travers ce que vous dites, surtout aussi, c'est que vous ne parlez que de vous, c'est-à-dire vous ne donnez la responsabilité que chez vous, ou vous ne parlez que de la tension ou de la blessure chez vous, et vous envisagez que si cet accident, entre guillemets, cet incident est arrivé, ça avait à voir avec quelque chose avec vous. Mais il ne faut pas oublier que quand on est dans une relation avec quelqu'un, on est deux. Et qu'une partie des raisons pour lesquelles ça se passe peut aussi venir de l'autre. Et que vous pouvez tout à fait avoir affaire à un homme qui est dans une telle fascination ou dans une telle peur de ne pas vous respecter en vous pénétrant, qu'il va avoir à ce moment-là une rupture de cette capacité-là. Il va avoir peur parce que peut-être que pour lui, dans l'idée éventuellement par exemple de ce que vient d'évoquer Brigitte, c'est que la sexualité peut être violence, peut être domination, peut être force, que peut-être la première fois où il a fait ça, il a fait mal, et que à partir de là, quand il se retrouve dans une situation où il aurait envie de donner du plaisir, il est terrorisé par la peur de faire une nouvelle fois mal, etc. Et ça ne peut être mis en lumière que si on en parle, que si on peut en parler. Mais voyez Nathalie, ce qui est fort probable, et là je continue dans l'éclairage que vous apporte Michel Odoul, peut-être qu'il y a chez vous quelque chose de blessé qui inconsciemment a été ressenti par cet homme, et que là, il ne pouvait pas vous blesser encore. Voyez, oui. Une sorte de choses d'inconscient à inconscient qui, dans le domaine sexuel, fonctionne très très bien. Et peut-être que une part de vous-même a en effet montré ça sans que vous en rendriez compte. Peut-être qu'il y a quelque chose de chez vous au niveau du féminin justement qui est blessé et qui a besoin d'être réparé. Oui, oui, je pense que c'est cet ordre-là, effectivement. Et puis vous savez, il faut à nouveau, comme je disais à l'autre personne qui a témoigné tout à l'heure, dont je ne me souviens plus du prénom, je parlais, je disais, mais attendez, est-ce une blessure? Karina. Voilà, Karina, est-ce une blessure ou est-ce uniquement, au contraire, une frustration, un vécu d'un manque, ou une colère ou une insatisfaction par rapport à quelque chose? Il faut essayer d'identifier quelle est la profondeur véritable de la chose. La blessure, c'est vraiment quelque chose qui rentre dans la chair, alors que peut-être que vous, le ressenti que vous avez, c'est comme quelqu'un qui a pris une gifle ou qui a pris un coup de poing. C'est ça, je le reçois comme ça. Vous avez utilisé le mot d'humilier, donc quelque part ça touche aussi une sorte de... oui, comme si on vous faisait un affront en ne vous pénétrant pas. Exactement, ouais. Donc là, c'est toute votre relation au féminin et au masculin, évidemment. De toute façon, l'un ne va pas sans l'autre. Il faut vous rassurer sur ce champ-là, et parce que la prochaine rencontre avec un homme, si vous êtes quelqu'un qui semble tranquille sur ce qui est la question de la pénétration et du rapport à l'homme, et pas dans une attente qui soit une attente plus ou moins claire et trouble, voire anxieuse, ça va générer chez l'homme une envie d'aller jusqu'au bout. Si en revanche il sent quelque chose comme une espèce de rétractation réelle ou figurée, une difficulté à aller vraiment dans la chose, voire éventuellement des traces d'une blessure sur ce champ-là, si cet homme-là est un homme sensible, ça peut tout à fait lui enlever ses moyens.
Ouais, c'est sûr. Ouais. Mais, merci Nathalie, parce que là, on touche vraiment une question essentielle, je pense, à cette population en France vieillissante, hein, où en effet, les hommes ont plus facilement des pannes à 70 ans qu'à 30, 40 ans. Et pour les femmes qui déjà sentent qu'elles sont peut-être plus aussi séduisantes, etc., ça peut être aussi très, très douloureux. Donc c'est pour ça que c'est essentiel d'échanger sur ce sujet, il faut parler, en parlant de soi et en laissant l'autre parler de soi pour que l'échange soit vrai, soit juste et pas des interprétations sur sa part de responsabilité qui n'est peut-être pas là. Merci beaucoup en tous les cas à vous. Non, merci à vous Nathalie, parce qu'encore une fois on a éclairé une part d'ombre. Oui, une zone qui peut être une zone de sensibilité. Vous savez, parfois dans des relations, si l'homme entend la femme lui employer un vocabulaire trop violent, fort, ou etc., ça peut lui enlever ses moyens parce que lui. Ah, vous croyez que d'un seul mot on peut vous castrer? Absolument. Oh, vous seriez le sexe faible. Je ne parlerai qu'en présence de mon avocat, Brigitte. D'accord. Et justement, dans un instant, on va revenir avec le sexo-conseil. On va parler de la jouissance masculine. Hein, c'est intéressant, ça aussi. Et puis, vous avez encore une petite chance de vous inscrire pour jouer avec nous et peut-être repartir avec ce vibromasseur gonflable. Tout ça, c'est dans un instant. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour, c'est Daniel Eric. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le sexe au conseil. Eh bien, Michel Odoul, on va parler de la meilleure jouissance masculine. Et c'est vrai que, contrairement à ce qu'on pourrait croire, pour les hommes aussi, les préliminaires augmentent le plaisir. Et donc, il y a des petits conseils comme ça qu'on peut donner, notamment à faire des pauses pour éviter l'orgasme surprise. Hein. Quand je parle d'orgasme surprise, je parle évidemment d'éjaculation réflexe, et qui est toujours un petit peu décevante et frustrante, hein, et aussi bien pour l'un que pour l'autre. C'est vrai que plus on sait laisser monter le plaisir, l'intensité du plaisir, plus il y aura une explosion orgasmique forte. Et pour ça, c'est important en effet de maintenir le plaisir tout en ne montant pas trop haut, hein, dans la jouissance. Et c'est vrai que c'est l'intérêt des préliminaires. C'est pas grave que l'érection descende, il sera toujours possible de la faire revenir de toute façon, alors qu'une fois qu'il y a eu éjaculation, c'est beaucoup plus compliqué avec la fameuse période réfractaire. Donc, restez concentrés sur votre plaisir pour en savourer, si je puis dire, le plaisir, tout simplement. Ne stressez pas, parce que souvent, ce qui se passe chez les hommes, ils vont stresser parce qu'ils ont peur de perdre d'une part leur érection, ou ils ont peur que la femme n'ait pas assez de plaisir. Donc restez concentrés sur ce que vous ressentez sans trop vous focaliser non plus sur la partenaire. Et puis pour ça, il faut apprendre à mieux comprendre et connaître son corps. Et ça peut s'apprendre par la masturbation, à condition que ce ne soit pas des masturbations rapides, qui seraient des sortes de masturbations pour évacuer, ce que malheureusement certains hommes ont un peu l'habitude de faire. On regarde un peu de porno, on se masturbe, on éjacule et hop, on range la bête. Non, la masturbation peut être un bon moyen d'être meilleure relation avec son corps. Voilà, donc c'est tout ça qui va laisser le plaisir monter, et que ce sera une jouissance un peu moins électrique. Hein. Les hommes parfois parlent de leur jouissance comme étant quelque chose finalement de très réflexe. Mais c'est surtout, je crois que ce qui est important dans tout ce que vous venez d'évoquer, c'est l'idée de la vigilance et de la conscience à soi, c'est-à-dire d'être à l'écoute de ce qui se passe, d'être à l'écoute de son corps, pas se laisser emporter par la sensation, par l'urgence ou par la peur. C'est juste à observer les mécanismes. Et effectivement, comme vous l'avez dit, c'est pas quelque chose qui est un instinct naturel qui se fait comme ça. Ça s'apprend, ça s'approprie. C'est comme beaucoup de choses sur le plan du physique. Le corps, il a des expressions qui peuvent être simples, directes et immédiates, ou qui peuvent être complètement, au contraire, régulées. Et les préliminaires font partie des moments qui sont des moments majeurs, essentiels pour ça. Et je pense que dans ces phases-là, il est aussi très important de communiquer, d'échanger, de parler,
de valider des attentes, de parler des siennes, etc. C'est un vrai travail à deux, entre guillemets, si j'ose dire. C'est la vraie force du couple, hein, quand il s'entend bien et qu'il a toutes les raisons d'avoir envie de se faire du plaisir ensemble. Même si après, un certain nombre de choses ou situations peuvent être apprises et gérées dans du plaisir solitaire. Bien sûr, parce que si la sexualité d'un couple reste harmonieuse, c'est parce qu'il y a vraiment un véritable échange. Voilà. Sinon, en effet, souvent, elle va devenir plus chaotique. Alors, un petit dernier moment de peut-être vous inscrire pour le grand tirage qui aura lieu demain pour remporter le calendrier de l'Avent, Passage du désir, avec tous ces 660 € de cadeaux. Donc, voilà, vous pouvez vous inscrire par SMS pour peut-être gagner ce vibromasseur gonflable Hector de Passage du désir, ou demain, au tirage au sort, remporter le calendrier de l'Avent. Alors, qu'est-ce que vous faites ? Vous envoyez par SMS Brigitte au 7 20 18. Bonne chance à tous. Et on revient avec le symptôme du vaginisme avec Émilie. Et merci Émilie, parce que là aussi, c'est un sujet qui malheureusement concerne de nombreuses femmes. Oui, bonjour Brigitte et bonjour Michel. Bonjour. Donc le vaginisme, je m'en suis rendu compte à 15 ans et maintenant j'ai 38 ans et j'en souffre toujours. Donc j'ai essayé énormément de choses, tout ce que j'ai pu. Et parmi toutes les solutions que j'ai essayées, il y en a une qui a marché, c'est l'acupuncture. Et après une séance d'acupuncture, j'ai pu insérer un doigt dans mon vagin sans douleur. Ça rentrait comme dans du beurre. C'était magique. Et par contre, ça a duré qu'une semaine. Et au bout d'une semaine, mon vagin était fermé à nouveau. J'ai eu l'occasion d'en parler avec Brigitte qui m'avait dit que ça pouvait être dû à une éducation trop stricte. Et vous, j'aurais aimé avoir votre interprétation et avoir des conseils pour guérir. Voilà, Michel. Est-ce que je peux vous taquiner ? Allez-y. Vous pouvez me redire tout ça en parlant moins vite ? Oui. Comment je peux dire ça plus lentement ? Non, mais j'ai tout à fait compris. Je suis juste en train de vous taquiner sur le sentiment d'urgence permanent qui doit exister chez vous et qui fait que tout se rétracte. C'est vrai que je suis assez impatiente, oui. Je pense, oui. Enfin, je suis ascendant bélier et je pense, oui. Mais, écoutez, je ne sais pas si les béliers ou les brebis... Oh, si, vous savez très bien, puisque vous êtes bélier, Michel Odoul. Hein, oui. S'il vous plaît. Vous n'échapperez pas à ma taquinerie à moi. C'est ça, hein, oui. Bien sûr, mais c'est très intéressant. D'abord, d'avoir pu constater qu'il y a quelque chose qui peut vous aider. Deux, que l'acupuncture est quelque chose qui peut vous aider, parce que l'intérêt de l'acupuncture, comme d'ailleurs le shiatsu qui est l'acupuncture par les doigts, c'est que ça travaille à la fois sur le plan physique et sur le plan énergétique. Donc ça va avoir eu une interaction avec tous vos mécanismes intérieurs. Et il est intéressant de reporter son attention sur ce que c'est le vagin. Ça sert à quoi ? À faire des bébés. Non. À prendre du plaisir. Peut-être. Vous êtes sûr ? À manger les hommes. C'est intéressant de voir comment déjà vous avez là une créativité émergente, si j'ose dire, qui est assez intéressante. Mais moi, je pense quand même que pour vous, ça sert à rien. Excusez-moi, hein, je voudrais pas... Ou alors ça donne accès à des choses auxquelles on n'a peut-être pas droit. Oui, c'est possible. J'ai mentionné mon éducation trop stricte. Effectivement, il y avait beaucoup d'interdits et je trouvais que ça n'avait pas de sens. Mais visiblement, je les ai intégrés, ces interdits. Enfin, en tout cas, vous avez mis le doigt dedans. Alors, pour vous répondre sur le plan du biomécanique, là aussi, je pense que vous allez avoir un très grand bénéfice à aller voir un praticien shiatsu, parce qu'il va agir sur les mêmes plans que l'acupuncture, ou sinon retournez voir votre acupuncteur. C'est-à-dire que vous avez constaté qu'il a pu vous aider. Donc pourquoi ne pas prendre une séquence de rendez-vous, un par mois, en fonction du besoin qui est le vôtre ou de ce que lui peut vous conseiller, ou sinon un praticien shiatsu. Pourquoi ? Parce que il y a derrière les réactions physiologiques des zones qui appartiennent à la sphère génito-urinaire, l'intervention d'un système neuronal qui est le système neurovégétatif. On est dans les champs de l'action du non-conscient sur des zones corporelles. Et ces zones-là sont des zones qui sont on-off, c'est-à-dire que c'est contraction ou détente.
Donc les sphincters de la vessie, c'est contraction détente. Le sphincter anal, c'est contraction détente. Et les zones dans lesquelles il y a des pénétrations ou des choses qui peuvent sortir possibles, ça sera toujours de cette façon-là. Si je suis quelqu'un qui, 1, a du mal à laisser des choses rentrer en soi, ou 2, a du mal à les laisser s'expulser, que ce soit sur le plan physique ou psychique, et en plus en accepter que ça me procure quelque chose de particulier qui soit de la jouissance, c'est-à-dire une notion du plaisir. Ça signifie qu'un pan de moi-même est dans un rapport à la vie et au vivant où s'interroge le plus profond de moi sur le fait que est-ce que j'ai droit ou pas, est-ce que je mérite ou pas, est-ce que je peux ou pas. C'est la chanson de Ferrat, une femme honnête n'a pas de plaisir. On est dans quelque chose, bien sûr, qui peut appartenir à des archétypes et à des espèces d'interdits ou de censure qui ont été mis à l'intérieur. En revanche, la solution, elle existe chez vous, puisqu'à nouveau, il y a un système qui a marché. Il faut vous interroger sur la manière avec laquelle vous pensez avoir droit au plaisir, vous pensez le mériter, vous pensez avoir la possibilité de vous le donner, et réfléchir ensuite au fait qu'il y a peut-être aussi rajouté à ça le fait d'accepter que ce plaisir, eh bien, il puisse être apporté par quelqu'un d'autre que soi. Et là, vous allez rentrer vraiment dans ce qui est le plus profond de la zone qui est un petit peu difficile à aller travailler. Et puis moi, il me semble quand même, puisque je me souviens de votre témoignage et de la manière dont vous arrivez à avoir des relations avec les hommes, je crois quand même qu'il y a quelque chose à comprendre sur la généalogie féminine. Je ne sais pas quelle était la sexualité de votre mère ou de votre grand-mère, mais il y a quelque chose à comprendre, et peut-être que là, vous vivez quelque chose qui ne vous appartient pas. Je ne sais pas exactement ce qu'est leur sexualité, mais enfin ce que j'ai pu constater, puisqu'on n'en a pas parlé, mais ce que j'ai pu constater, c'est que ma mère est dans un couple où elle n'est pas heureuse, et voilà, dès qu'elle a pu, elle a fait chambre à part. Et voilà, ma grand-mère, je sais qu'elle voulait devenir bonne sœur, et puis finalement, elle s'est mariée, elle a fait des enfants. Voilà. Quand elle fait chambre à part, elle ferme la porte. Je sais pas exactement. Sur le plan symbolique, c'est pourtant très important ce que vient de dire Michel Odoul. On ferme la porte. Et on sait très bien que, moi je le répète, une femme doit s'ouvrir. Donc elle doit garder la porte ouverte. Sinon, en effet, l'homme ne peut pas rentrer. Sauf si on considère que c'est un intrus. Et quand on veut être bonne sœur, c'est quand même aussi parce qu'on renonce à tous les hommes. Et il faut savoir qu'il y a une époque où on obligeait les femmes à aller au couvent si elles refusaient d'épouser le mari que leur proposait leur père. Vous voyez, donc il y a quelque chose de très symbolique, je pense, quand même, chez vous, dans votre propre histoire, parce que vous n'êtes pas une femme qui renonce au plaisir, dans ce que je me souviens de votre témoignage. Oui, justement, alors ma mère aussi voulait devenir bonne sœur, et finalement elle a eu envie d'avoir des enfants, donc elle s'est mariée. Et alors moi aussi j'ai eu envie d'être bonne sœur, et finalement à cause du Covid ça n'a pas pu se faire. Et après il y a eu des complications, et finalement j'ai laissé ça de côté. Qu'est-ce que ça représente pour vous être bonne sœur ? La paix intérieure. On ne sera pas dérangé par des intrus. Oui, mais en même temps, vous, d'une certaine manière, si je peux me permettre, vous dites merde. Vous comprendrez ce que vous comprendrez. Sauf que si vous devenez bonne sœur, il va falloir vous laisser féconder par le ciel. Ça me dépasse ce que vous dites. Vous réécouterez en podcast, décidément. On fait de la pub au podcast sur YouTube, vous pouvez nous écouter, vous pouvez nous écouter sur les applis, voilà. Et on va faire une petite pause et on va conclure dans un instant avec une autre Nathalie et qui a des douleurs durant le rapport, et elle nous raconte ça dans un instant. Les Chevaliers du Fiel, 17h-18h sur Sud Radio. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Michel Odoul est avec nous, et je rappelle que vous êtes l'auteur de 10 mois où tu as mal, je te dirai pourquoi, aux éditions Albin Michel. Dans ce livre, vous nous expliquez justement qu'est-ce que ça signifie, ces mots du corps, et c'est un livre qui est devenu une sorte de Bible, puisqu'on parlait des bonnes sœurs, restons dans ces... Non mais c'est vrai, c'est incroyable, je sais même plus combien d'exemplaires vous en avez vendus en France, dans combien de pays. 800 000. C'est incroyable. Depuis la parution qui a dépassé les 30 ans, quoi. Ça fait partie des livres cultes qui resteront. Et bravo, parce que en plus, moi j'ai relu quand il est ressorti.
et on peut le relire parce qu'on redécouvre encore. Et c'est ça aussi la force de quelqu'un qui a beaucoup travaillé, essayé de comprendre et qui transmet avec beaucoup d'humilité. Donc, écoutez, merci. Et c'est aussi ce qui me motive à le réactualiser chaque fois que possible avec notamment les nouvelles pathologies, les pathologies qui explosent du fait de nos modes de vécu et de ce que nos civilisations, ou plutôt nos pertes de civilisation, nous proposent. Absolument. Donc merci à vous Michel Oudoul, et merci de nous consacrer 2 heures de votre temps tous les mois. Nathalie, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, Nathalie. Et c'est moi qui vous remercie. Non, c'est nous. Bon, alors, on y va. Allez, on vous écoute. On y va. C'est parti. Non. C'est vrai que pendant un certain temps, j'ai eu des douleurs pendant les rapports. Et puis, donc, je me suis demandé si c'était pas dû à une maladie ou à un problème physiologique. Et je pense que c'est plutôt un problème, enfin maintenant je le sais, c'est plutôt psychologique. Et je pense que le lâcher-prise n'était pas de mise comme il convenait pour me lâcher. Et en fin de compte, je me crispais. Vous étiez un peu contractée et donc tendue et pas suffisamment ouverte. Oui. La responsabilité, enfin c'est venu, j'ai compris. Je pense que mes responsabilités de maman et d'épouse sont parfois difficiles à équilibrer. Et pourtant, il faut trouver un juste milieu pour profiter des 2 côtés. Des 2 côtés de quoi ? C'est-à-dire qu'en fin de compte, d'être une maman assumée, mais d'être une épouse qui aussi aime son mari et être frivole, c'est ça que je veux dire. C'est après avoir eu des enfants que vous avez eu ces douleurs ? Ah oui. Oui, tout a changé à ce moment-là. Ça a basculé. Mais il n'y avait pas des cicatrices, d'épisiotomie un peu douloureuses ou des choses qui auraient pu s'expliquer à un moment donné quand même, ou peut-être que vous avez repris la sexualité trop vite, parce que ça peut aussi provoquer des douleurs. Oui, j'y ai pensé, mais non, j'ai un mari qui est tout à fait patient et dans la bienveillance, donc non, c'est pas ça du tout. Non, j'ai bien vu que je me laissais pas aller, que j'avais changé, et qu'il fallait que je voie un peu les choses autrement. Ça, c'est possible aussi. Alors donc, il n'y a plus de questions. Mais ce qui est quand même... ce qui est quand même important, Nathalie, à dire, alors pas pour vous visiblement, mais en tout cas pour d'autres femmes, ça peut être important. À partir du moment où on reprend une sexualité un peu trop vite par rapport à notre propre vécu et par rapport, il peut y avoir un premier rapport un tout petit peu douloureux et cette douleur reste un peu en mémoire et après on a du mal à s'en sortir. Voilà, donc ça c'est une information qui est quand même importante à donner. Chaque femme va être différente et la reprise de la sexualité après un accouchement, c'est quelque chose à prendre vraiment en compte. Voilà. Mais ce qu'il faut aussi prendre en compte, c'est quelque chose que vous évoquiez, mais que vous évoquiez de façon blanc-noir, oui, non, on-off, etc. C'est-à-dire c'est ou tout l'un ou tout l'autre. C'est qu'effectivement, dans ce qui est le vécu d'une femme et comment on veut dire ça, dans la manière avec laquelle elle s'autorise à vivre la vie dans tous les plans, il y a 3 moments qui sont des moments importants. C'est le moment de la petite fille, c'est le moment de la femme et c'est le moment de la mère. Et beaucoup de femmes, quand elles deviennent mères, pensent qu'elles ne sont plus que cela et en oublient complètement, à un moment donné, à redevenir femme. C'est vrai que dans un premier temps, la préoccupation, la nécessité, le devoir de prendre en charge l'enfant, de s'en occuper, à minima sur le plan nutritionnel, mais aussi sur bien d'autres plans. On s'en est déjà occupé à l'intérieur de soi pendant 9 mois. Et quelque chose qui donne une espèce de focale sur ce rôle de la femme, ce devoir de la femme, etc. La question, elle est après de se dire, mais est-ce qu'une fois que je suis devenue mère, je ne devais plus être que cela ? Non, puisque même la vie nous le montre, parce qu'il y a un moment donné, elle nous enlève cette possibilité-là. Ça s'appelle la ménopause, et c'est un moment où on peut redevenir femme, et où beaucoup de femmes ont du mal à reconnaître la femme qu'elles ont été ou qu'elles pourraient être, parce qu'elles sont encore dans cette image-là. Donc il faut que vous intégriez le fait que l'un n'est pas obligatoirement vécu aux dépens de l'autre ou contre l'autre. Vous pouvez tout à fait être dans une perception, une conscience de vous en tant que femme, ou dans une conscience en tant que mère,
Et si vous avez, comme vous le dites, un conjoint qui est à l'écoute, qui est bienveillant, etc., je pense que c'est avec lui qu'il faut que vous en parliez, que vous lui demandiez qu'est-ce qu'il aimerait avoir comme femme, qu'est-ce qu'il aimait en vous en tant que femme. Je pense qu'il vous respecte comme mère, je pense que vous faites ce que vous avez à faire, mais que sur ce plan-là, vous avez peut-être besoin d'avoir son rappel à lui, de dire « mais attends, tu es aussi ceci, tu es aussi cela, c'est ça que tu représentes pour moi, c'est ça que j'ai envie de partager avec toi ». Et à ce moment-là, le retour à la position de la femme et au vécu de la femme n'est plus l'abandon du rôle de la mère, donc le fait de ne pas tenir son rôle et l'éventuelle culpabilité qui traîne, mais c'est la réacceptation du fait qu'on puisse l'être l'une et l'autre. Tout à fait. Tout à fait, c'est parfaitement dit et tous les mots sont exacts. Oui, je me retrouve bien, c'est bien ça. Et qu'est-ce je mets en balance ma responsabilité de mère opposée à celle d'épouse, enfin c'est un peu un grand mot, de compagne, C'est des garçons. Ce sont des garçons que vous avez ? Non, des filles. Ce sont des filles. Elles ont besoin que vous leur montriez qu'on peut être mère et femme. Et je dirais plutôt... elles me le font savoir. Eh ben voilà. Ben c'est très bien. Mais ce qui est important, on parlait tout à l'heure avec Émilie de la fameuse porte ouverte. C'est vrai qu'il faut vraiment que nous, les femmes, on comprenne que la porte, elle doit être ouverte. Parce que quand elle est juste entrouverte, en effet, l'homme va mettre j'allais dire le pied dedans, mais c'est évidemment pas du pied dont on parle là, et il va forcer. Mais c'est pas, et malheureusement, les 3/4 du temps, il se rend pas compte que la porte n'était qu'entrouverte. Et quand la porte n'est qu'entrouverte et qu'on rentre un peu par effraction, bah ça fait forcément un tout petit peu mal. Et beaucoup de choses viennent de cette difficulté que nous avons, nous les femmes, à savoir dire attends, la porte est juste entrouverte pour l'instant, elle n'est pas totalement ouverte. Et les hommes qui, un petit peu emportés par leur désir, leur pulsion, leur excitation, on y met le mot qu'on veut, ne fait pas trop attention et hop, il s'engouffre dans une porte qui n'est pas totalement ouverte. C'est je crois, grâce au témoignage d'Émilie et de Nathalie, on a toute cette idée qui est importante à faire entendre. Pour vous aider, la communication est bonne avec vos filles ? Très. Bah demandez-leur de vous montrer. Oui, sans doute. Non, elles sont très inventives. Je pense que là-dessus, il n'y a pas de problème. En tout cas, ça veut dire qu'il faut que je prenne soin de moi, qu'il faut que je m'habille un peu à la mode, qu'il faut que je fasse attention à ma ligne. Voilà, c'est bien d'avoir des filles, je trouve. Oui, c'est très bien d'avoir des filles, surtout si elles vous motivent dans ce sens-là. Mais la seule chose qu'il faut enlever dans ce que vous venez de dire, c'est le « il faut ». Oui, c'est vrai. C'est un devoir, c'est un choix, c'est une envie. Soyez celle que vous avez envie d'être, Nathalie. On n'est pas obligé d'être forcément féminine, séduisante pour être heureuse dans sa vie et pour être femme. La grande chance des femmes aujourd'hui, et ça c'est quand même très très nouveau, on a le droit d'être la femme qu'on a envie d'être. Et donc voilà, après c'est comme ça qu'on est heureuse et épanouie, c'est quand on est celle qu'on est et pas celle qu'on croit qu'on doit être. Et c'est pas aux filles de dire à leur mère qui elles doivent être non plus, ni l'inverse. Non, on n'en est pas jusque là, mais je pense qu'elles savent celle que j'aimerais être ou que j'aimerais redevenir. Donc c'est la raison pour laquelle elle me pousse un peu et c'est pas plus mal. Faut pas se négliger. Certes. Mais peut-être il faudrait voir aussi avec votre homme quelle femme il a envie d'avoir à ses côtés, évidemment. En tout cas, merci beaucoup Nathalie. Merci de votre témoignage. Merci Michel Odoul. À très vite. Et tout de suite, vous retrouvez Alexandre Delevanne pour C'est votre avenir. Demain, on sera avec Simon Bruxelles et on va voir comment se maintenir en bonne santé par le ressenti et non pas par la tête.